Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Bienvenue à cette matinée consacrée au numérique et au handicap. Nous sommes très heureux d'être accueillis ce matin dans les très beaux locaux de notre partenaire OnePoint, grand acteur de la transition numérique en France et à l'international. Avant de donner la parole à Madame Toiti, qui est membre du COMEX de OnePoint et partenaire éducation de OnePoint, je voudrais redonner quelques éléments de contexte qui ont présidé à l'organisation de cette matinée. Nous avons ouvert il y a 2 jours à la Gaîté Lyrique, un autre grand lieu du numérique à Paris, la 27e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cette année, l'ADAPT, l'AGFIP et le FIP ont décidé de consacrer la thématique au numérique. Le numérique comme levier d'emploi pour les personnes en situation de handicap, avec 3 enjeux. Un enjeu d'accessibilité, évidemment, dont on va parler ce matin, un enjeu d'innovation, et on a pu, évidemment, lundi, avec les ministres Olivier Dussopt et Fadila Khattabi, commencer à évoquer notamment toutes les interrogations et les problématiques liées aux IA génératives, et un enjeu sur les nouveaux métiers. Et ce matin, nous avons 2 séquences qui vont s'intéresser aux métiers et aux usages du numérique avec, pour et par les personnes en situation de handicap. Je suis déjà trop long et, chère madame, merci de nous accueillir chez OnePoint. Je vais vous laisser la parole et puis j'inviterai ensuite mes invités pour la première conférence. Chère madame Toiti, c'est à vous. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous appeler Charles. Vous pouvez m'appeler Muriel. Merci Muriel. Écoutez, merci Charles. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis Muriel Toiti, je suis partenaire éducation, recherche et innovation. Donc vous pouvez vous imaginer ô combien le sujet de ce matin me touche et touche OnePoint en général. Quelques mots avant de vous dire qu'on est effectivement très heureux de vous accueillir ici ce matin. Quelques mots sur OnePoint. Charles l'a mentionné, nous sommes les acteurs, les architectes, et le mot n'est pas anodin, des grandes transformations digitales numériques, mais aussi culturelles et humaines. Et on y tient beaucoup. L'humain chez OnePoint est le cœur du réacteur. J'aime dire que OnePoint est un écosystème vertueux. Alors certes, un cabinet conseil, comme on dit communément, mais je préfère dire un écosystème vertueux parce que, d'abord, 20 années d'existence, qui a commencé comme un cabinet de technologie, qui, au fil des fusions-acquisitions qu'il a dégagées, a élargi le spectre de ses compétences, de ses expertises. Et aujourd'hui, effectivement, OnePoint est une maison qui est pluri-, trans et interdisciplinaire, autrement dit, qui regroupe en son sein d'abord 3500 collaborateurs qui viennent de tous les horizons, mais aussi de toutes les expertises. Et on couvre chez OnePoint tous les champs, les spectres les plus larges autour de ces grandes transformations en prospective et en anticipation, autour des métiers, des expertises, des secteurs et des marchés. J'aime dire aussi que chez OnePoint, avec de l'excellence sans compromis, on sait tout faire parce qu'on a compris qu'il fallait couvrir tous les champs et on a surtout compris que l'altérité, que la différence dans la complémentarité autour de nos talents était notre force de frappe et aussi notre humanité. Chez OnePoint, au-delà des communautés d'expertise, des communautés de secteurs, de marché, il y a aussi 2 puissances auxquelles je tiens beaucoup. Et le mot puissance n'est pas non plus anodin. C'est l'école OnePoint, parce que nous sommes une entreprise apprenante et vous parliez des métiers du futur. Eh bien, chez OnePoint, nous avons à cœur et à raison de développer une école qui dispense des formations autour des métiers en tension, des sujets qui sont extrêmement ancrés dans l'actualité brûlante, qu'on a à cœur d'acculturer d'abord nos collaborateurs parce que nous avons une responsabilité, un engagement citoyen, oserais-je dire presque républicain, autour de la formation à nos collaborateurs. Et bien évidemment, ces formations, nous les dispensons aussi à nos clients et nos partenaires. Et la deuxième puissance, c'est l'Institut OnePoint que j'ai initié à mon arrivée, qui est l'entité transverse de notre groupe, de notre maison, qui structure et centralise toutes nos activités de recherche et de développement et d'innovation. Chez OnePoint,
on aime la recherche. Chez OnePoint, on considère que la recherche est le fondement même de la création de valeur. Et dans une dynamique d'enrichissement de modèles du cabinet conseil traditionnel, d'enrichissement de modèles économiques, on a aussi choisi de l'enrichir par de la valeur. Donc chez OnePoint, on cherche, on trouve et on répond aux enjeux de la société, ô combien importants, et bien évidemment aussi du marché. Vous n'êtes pas sans savoir que les sujets de pluralité, d'égalité, d'inclusion, de diversité, d'équité sont éminemment importants chez OnePoint. Dans le cadre du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, j'aimerais rajouter que dans le cadre de l'insertion professionnelle autour des handicaps visibles et invisibles, nous sommes partenaires mécènes de la chaire insertion professionnelle autour de l'handicap de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc on agit, on fait énormément et je salue le travail formidable de Stéphanie Obis qui porte haut et fort les couleurs de l'handicap chez OnePoint et qui, grâce à elle, fait avancer et grâce à vous tous, fait avancer le monde parce que ne nous mentons pas, nous devons tous agir à notre échelle, qu'elle soit petite ou grande, tels des petits poussés, tels des petits cailloux sur un édifice, et bien bâtir une société qui va vers le haut, une société réparée pour que les hommes et les femmes puissent enfin, j'allais presque dire, être heureux. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère madame. Vous avez jeté les bases humanistes de notre matinée. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Et merci à nouveau de votre accueil. Alors, cette matinée va se composer en 2 grandes séquences, 2 grandes conférences. Et pour la première, qui s'appelle « Accessibilité numérique, la clé de l'auditeur », j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Alors, je vais commencer de manière totalement informelle et sans protocole, ni toute autre forme de procédé. Je vais demander quand même à Noémie Mamba, auditrice accessibilité de Numérique EA, de s'asseoir avec moi. Je vais demander à Mathieu Bars, directeur général de Numérique EA, de me rejoindre. Je vais demander à Olivier Keul, de Témésis, de me rejoindre. Et enfin, last but not least, Gaël Poupard de OnePoint. Venez vous asseoir, chers amis. Merci beaucoup. Oups, pardonnez-moi. Voilà, ça n'est pas un drame, c'est juste un limbago, et ça n'est pas de la mise en scène. Voilà, j'ai pris mes marques. Et alors, je précise à notre auditoire que la conférence est hybride, c'est-à-dire qu'elle est en ce moment filmée et que nous avons à peu près 250 personnes qui suivent la conférence online. Alors, nous avons évidemment rappelé les attendus de cette semaine, qui sont extrêmement importants. Je répétais les enjeux, les 3 grands enjeux de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Et ce matin, l'ADAPT a choisi de se consacrer au métier et au métier de demain, puisqu'on sait maintenant, d'après les dernières études, que 85 000 emplois dans le numérique ne sont pas encore pourvus. Donc il est temps pour nous tous, chacun à nos niveaux, de proposer des emplois dans le numérique, notamment pour les personnes en situation de handicap. Alors, 2 mots quand même d'introduction. Aujourd'hui, le numérique est partout. Chacun de nos gestes, comme acheter un billet de train, tapoter sur les réseaux sociaux, se servir d'une application numérique, se réunir en visio, surtout depuis le Covid, est un acte numérique. Mais souvent, ces actes ne sont pas accessibles pour un certain nombre de personnes, notamment les personnes en situation de handicap. La question de l'accessibilité est donc au cœur de nos préoccupations d'acteurs du numérique, de responsables associatifs, de responsables économiques, et j'ai envie de dire même de citoyens. Nous avons tous notre part de responsabilité dès qu'on publie une information, dès qu'on tapote sur nos smartphones ou dès qu'on produit un contenu, on a une part de responsabilité pour savoir si nos contenus, nos informations sont accessibles par le plus grand nombre. Donc nous sommes tous concernés. Pour accompagner
les producteurs de sites, il existe un outil, le fameux RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Merci Mathieu. J'ai du mal à dire référentiel général. Le RG2A qui possède 106 critères. Alors ça paraît un petit peu barbare comme ça, mais on en parle un peu. La loi de 2005, qui est une loi sur la citoyenneté des personnes handicapées, avait rendu obligatoire l'accessibilité numérique. Ça a été corrigé également en 2009. Et aujourd'hui, les entreprises privées ont une obligation d'accessibilité. Alors, pour aider les entreprises, il est aujourd'hui nécessaire d'évaluer un site. Et un certain nombre d'acteurs engagés pour cette évaluation ont décidé de se réunir pour promouvoir un métier. C'est ce métier dont on va parler et c'est cette histoire que je souhaite raconter avec mes invités ce matin. Alors, avant de commencer sur le sujet de l'accessibilité et de l'auditeur RG2A, je vais demander à chacun d'entre vous, tout le monde a un micro ? Non. De vous présenter. Alors, je vais commencer évidemment par mes amis de Numérique-EA. Enfin, je n'ai que des amis ici, mais c'est avec Numérique-EA qu'on a décidé de faire cette conférence il y a quelques mois. On s'était réunis avec Anne Clément, qui est là, je crois. Je pense que c'était d'ailleurs au sortir des URRH de la GFIP. Et on s'était dit, il faut absolument monter une conférence sur l'auditeur RG2A. Et nous avons ce matin une auditrice RG2A. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Noémie ? Puis sur le... Ouais. C'est bon ? Donc c'est Noémie Bemba, auditrice accessibilité numérique chez Numérique-EA depuis bientôt 2 ans maintenant. Et je suis Mathieu Bars, directeur général de Numérique-EA. Alors, est-ce que tu peux dire, Mathieu, alors je suis désolé, on se tutoie, on se connaît tous très bien. Il n'est pas convenable d'habitude dans les conférences de se tutoyer, mais on a dit qu'on passerait outre cette convention. Est-ce que tu peux nous parler de Numérique-EA, quand même ? Alors, en 2 mots, Numérique-EA, c'est une agence web spécialisée dans l'accessibilité numérique. Et on est une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on emploie majoritairement des personnes en situation de handicap. Merci. Olivier, à ton tour. Donc, je suis Olivier Keul, je suis expert en accessibilité numérique et je suis également co-directeur du service accessibilité à Témésis. Et j'anticipe ta question. Rapidement, quelques mots sur Témésis. Merci. Donc, on existe depuis un peu plus de 20 ans, historiquement sur l'accessibilité numérique. Donc, on fait du conseil, donc de l'audit, de l'accompagnement, de la formation. Et depuis quelques années, on a 2 autres services sur de l'éco-conception et du RGPD, ce qu'on pourrait appeler le numérique responsable au final, avec ces 3 sujets-là. Merci beaucoup, cher Gaël, à ton tour. Je crois que Madame Toiti a bien présenté la maison, mais si tu veux ajouter quelques mots... Ah, j'ai un camarade technopathe. Est-ce que tu veux mon micro ? Super, celui-là est démarré. Donc oui, je vais passer rapidement sur OnePoint, mais donc moi je suis Gaël Poupard, je suis lead tech, donc directeur technique chez OnePoint et expert accessibilité. Donc je travaille avec la majorité des intervenants en accessibilité numérique au sein de OnePoint. Voilà. Merci. Alors, puisqu'on parle d'accessibilité et un petit peu de réglementation, je vais demander à Olivier de démarrer cette matinée en nous rappelant quel est l'état de l'art, quel est le contexte réglementaire. Parce que j'ai évoqué tout à l'heure la loi de 2005, je sais qu'en 2009, il y a un correctif. Est-ce que tu peux nous dire, Olivier, nous faire une petite histoire et petite histoire un peu juridique ou au moins réglementaire de cette affaire d'accessibilité pour qu'on puisse avoir des éléments de contexte pour notre réflexion. Alors, c'est très dense. On va essayer de faire quand même vulgariser le plus possible. Donc, s'il y a un texte fondateur, c'est l'article 47 de la loi 2005. Ça, celui-là, on le connaît à peu près tous. Ensuite, il évoquait un décret en 2009, donc un décret d'application. Et ensuite, on a eu une directive européenne. Et ensuite, c'est à partir de cette directive européenne
qui a imposé à tous ses États membres d'avoir un cadre réglementaire sur l'accessibilité numérique. Et donc c'est à partir de là qu'on a vu ce qu'on appelle maintenant donc le RG2A, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui, parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était que ce RG2A, le RG2A, en fait, c'est une méthode technique d'application des WCAG. Donc je vous explique un mot en vous mettant un autre mot. Donc les WCAG, c'est quoi? C'est WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines. Il faut le vulgariser c'est les recommandations internationales d'accessibilité. Donc on a en France une méthode technique qui nous permet d'avoir une conformité à ce référentiel-là international et également d'avoir une conformité à la norme européenne, parce que c'est l'objectif. Donc grâce au RG2A, on peut être conforme à la norme européenne et à ce que la directive européenne nous impose, et également conforme à ces recommandations internationales. Le RG2A, on a parlé, mais bon, très rapidement, il y a effectivement 106 critères, il y a 258 tests. On ne va pas tous les voir un par un ce matin. Non. Il y a différentes thématiques, c'est classé par thématique, images, formulaire, etc. Tu veux commencer? Donc le 1.1. Et ce qui est intéressant d'avoir en tête sur le RG2A, c'est que généralement, on estime qu'il y a 30% des tests qui sont automatisables. Donc ça veut dire que tout le reste, comment on fait? Mais il faut une expertise humaine. Donc il faut des gens qui se forment au RG2A, parce que ce n'est pas forcément facile à appréhender. Donc ils se forment au RG2A, donc c'est le métier, pour pouvoir être en capacité à auditer. Donc la parenthèse là-dessus, c'est qu'il n'y a pas d'outil magique qui permet, même si on aimerait bien, mais il n'y a pas d'outil magique qui permet en un clic d'auditer ou d'être conforme au RG2A. Vous allez avoir besoin d'une expertise humaine là-dessus. Et pour le cadre légal, tu en as parlé. Donc on a les entreprises privées qui sont effectivement concernés par l'accessibilité numérique. On ne rentrera pas dans les décrets. Il y a tout un tas de choses qui s'est passé en octobre. Oui. Voilà, des décrets, des ordonnances. Mais ayez en tête qu'au final, on a deux gros seuils. Les entreprises privées qui ont un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros par an. Et ensuite, toutes les entreprises qui font au moins 2 millions d'euros de chiffre d'affaires selon votre secteur d'activité. Donc, si vous êtes dans l'e-commerce, si vous êtes dans l'audiovisuel, la presse, etc., vous serez concerné. Et le dernier point, c'est qu'on a maintenant des autorités de contrôle qui vont sanctionner tout ça. Là, on en a 6, on a la DGCRF, l'ARCOM, l'ARCEP, etc. Bon, tout est détaillé, mais voilà. Ayez en tête qu'on a maintenant des autorités de contrôle qui vont pouvoir sanctionner si vous devez respecter les obligations légales. Mais on a beaucoup parlé de l'ARCOM là, depuis 3 jours, notamment le jour de l'ouverture avec les ministres. Et tu dis il y en a 5 autres? Oui, il y a la DGCRF qui va avoir un rôle transverse, donc je vais vulgariser, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, la répression des fraudes, qui va avoir un rôle transverse. On a l'ARCOM qui, elle, va s'occuper du secteur public et également sur le secteur privé de tout ce qui est audiovisuel. On a l'ARCEP qui va s'occuper des communications électroniques et les 3 dernières qui vont s'occuper du secteur bancaire. Donc, on a la Banque de France qui va s'occuper par exemple de tout le module de paiement et puis on a à l'AMF et un autre dernier que j'ai oublié qui va s'occuper du secteur bancaire. Donc en gros, on a 6 autorités de contrôle qui, selon leur champ de compétences, vont devoir travailler ensemble, collaborer, etc. pour réaliser leur mission. Super. Est-ce qu'on a une proportion des chiffres sur le nombre d'entreprises qui répondent à ces obligations, au moins en France? Alors la courte réponse, c'est pas beaucoup. La réponse un peu plus longue, on a une étude récente de la Fédération des aveugles de France. Donc, ils ont fait une étude sur 2200 sites. Alors, le chiffre exact, c'est 2194. Sur tout un tas de sites, aussi bien audiovisuels, des sites de mairie, de ministères, etc. Et le résultat, c'est que sur ces 2200 sites, on en a seulement 3% environ qui respectent les obligations déclaratives d'accessibilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ces obligations déclaratives? Ça veut dire je dois mettre en place, donc c'est ce qui vient avec le RG2A. Le RG2A, au-delà de la conformité de mon service numérique, nous demande des obligations déclaratives. Ça va être d'afficher, par exemple, sur la page d'accueil de mon service, une mention. Cette mention, ça va être accessibilité non conforme, partiellement conforme, totalement conforme. Donc, si vous n'avez pas fait d'audit, on va mettre non conforme. Si vous avez fait un audit, vous êtes de 50 à 100%, vous êtes partiellement conforme. Et si vous êtes à 100, vous êtes totalement conforme. Donc, la mention, et puis également d'autres documents, un schéma pluriannuel qui est la stratégie de votre entreprise pour mettre en place l'accessibilité numérique, un plan annuel, une déclaration d'accessibilité. Donc, quand on n'a pas mis en ligne ces documents, vous êtes hors la loi par rapport à ce que nous demande le RG2A et les différents décrets. Donc ça, il n'y a que 3%.
Et ils sont allés un peu plus loin sur cette étude. Ils ont regardé, dans ces mêmes 2200 sites, lesquels se disent totalement conformes. Et là, on en a moins de 1%. On a 0,77%. Donc ça fait de mémoire 16 sites sur 2194 qui sont totalement conformes. Donc la route est longue là-dessus. On a une autre, mais là c'est plus une estimation, c'est de l'APF, c'est de l'AVH, pardon, de l'association Valentin Oui, qui estime qu'on a 3 à 4% des sites qui sont accessibles. Et là, il n'y a pas d'étude, c'est juste une estimation. Et le dernier chiffre qu'on a là-dessus, c'est au niveau de la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui a publié, qui a un observatoire de la qualité de ces services, donc sur les 250 services qui sont les démarches phares de l'État. Et sur ces 250, donc ça j'ai vérifié ce matin les chiffres, sur les 250, on en a 6 qui sont totalement conformes, 130 qui sont partiellement conformes et tout le reste qui est non conforme. Donc comme je vous dis en intro, la route est encore longue. Oui. Et voilà, les résultats ne sont pas encore très probants. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous avait dit lundi matin à la conférence inaugurale de la SEPH. On nous avait révélé ces chiffres et tu nous les confirmes ce matin. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup pour cet éclairage contextuel et historique, Olivier. Je me dirige maintenant vers Mathieu. Alors Mathieu, tu nous l'as dit, tu diriges une entreprise adaptée. Et on est là au cœur du sujet de la semaine. Et cette entreprise est bien connue dans ce qu'on appelle le STPA, le secteur du travail protégé et adapté. Vous êtes une agence de création. Est-ce que tu peux nous décrire comment la nécessité de travailler sur l'accessibilité s'est-elle fait sentir chez vous? Parce que vous êtes une agence de web, ça veut dire que vous produisez des sites, vous faites des applis, des machins comme ça, mais sur la thématique précise qui est la nôtre ce matin, comment la nécessité d'être un acteur de l'accessibilité vous est-elle venue? Alors effectivement, on est une agence web, c'est l'ADN de Numérica au départ en tant qu'entreprise adaptée. L'idée des fondateurs, c'était de dire qu'il y avait un taux de chômage chez les personnes en situation de handicap qui était 2 fois supérieur à la moyenne, alors que dans le numérique, c'était des métiers en tension. Donc l'idée de départ était de dire créerons de l'emploi pour les personnes en situation de handicap sur un secteur qui a besoin effectivement de compétences. Ça, c'était l'idée de départ. Et qui a été créé en 2016. Et en fait, effectivement, de par les gens qui composent l'agence, de par notre ADN, il y a eu un intérêt aussi naturel sur le sujet, de par certains collaborateurs. Et donc, il y a vraiment eu une appétence sur se dire comment on fait pour produire un numérique qui est accessible à tous. Et au-delà de cet intérêt, du coup, naturel, du coup, nous, on l'a encouragé, on l'a accompagné en recrutant des nouvelles personnes, en formant des nouvelles personnes. Et quelque part, il y a aussi une notion de sens en disant que nous, en tant qu'entreprise adaptée, si on peut contribuer à un web accessible et contribuer à faire tomber certaines discriminations, voilà, c'est une forme d'engagement aussi de notre part sur ce sujet. Est-ce que le fameux référentiel RG2A a été le baromètre idéal, absolu, l'étalon de du démarrage de vos travaux pour ces premières formations, ou c'était simplement la volonté de travailler sur l'accessibilité? Alors, pour moi, le RG2A, c'est un outil qui devient incontournable. L'intérêt, il est venu indépendamment du fait de cette notion de RG2A. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion de sens, d'engagement et l'envie de contribuer à cette dynamique-là. En revanche, pour y parvenir et pour le faire, on ne peut pas s'affranchir de comprendre la méthodologie et se former sur le RG2A. Et donc, du coup, c'est un moyen et un outil qui est indispensable pour pouvoir évaluer les sites selon une méthodologie validée par l'État, qui est une norme partagée par tous, acceptée par tous. Et c'est aujourd'hui un des moyens de vérifier un niveau de conformité d'un site et de poser un premier diagnostic avant d'aller plus loin. Très bien. Alors, on a entendu Olivier de Témésis tout à l'heure nous faire le contexte et nous expliquer ce que faisait Témésis. Et j'aimerais savoir comment vous avez décidé de travailler justement avec Témésis pour commencer à former
des collaborateurs, parce que c'est quand même ça dont on parle ce matin. Il faut bien, si on veut inventer un métier, il faut bien former les collaborateurs à ce nouveau métier. Est-ce que j'ai bien compris ? Alors c'est exactement ça. C'est vrai que dans la démarche, on l'a co-construite avec Témésis. Alors il y a un côté un peu naturel aussi. On a le même président, on travaille dans les mêmes locaux, et c'est l'entreprise référente depuis 20 ans sur l'accessibilité numérique. Donc on s'est tourné vers les experts de façon naturelle pour créer, avec Aurélien Lévy, qui est directeur général de Témésis, un module de formation spécifique pour appréhender le référentiel RG2A, comment on comprend cette méthode, comment on fait pour évaluer les sites, comment on fait pour produire des rapports d'audit, des grilles d'audit. Et donc on a construit cette formation de façon vraiment spécifique. Et la particularité de cette formation, c'est des personnes comme Noémie, elle vous racontera plus tard, nous rejoignent, on les recrute, et ils démarrent par cette formation socle qui dure 2 à 3 mois. Donc là, c'est une formation intensive qui permet d'obtenir un niveau suffisant pour pouvoir réaliser les premiers audits. La clé, ou en tout cas ce qui fonctionne bien, et la réussite de ce programme repose aussi sur le fait que il n'y a pas que la formation de départ, il y a la formation continue. C'est-à-dire qu'on continue de façon hebdomadaire avec des experts de Témésis à accompagner les auditeurs de Numérique EA pendant tout leur parcours chez nous. Et donc c'est vraiment cette combinaison de formation socle au départ, puis de mentorat ou tutorat, on peut l'appeler comme on veut, qui permet de continuer à progresser, à apprendre, à livrer des rapports d'audit de qualité. Donc voilà, c'est la combinaison de ces 2 modules qui fait que ça fonctionne. D'accord. Alors là, on arrive à un point de nos échanges où j'ai envie de vous poser la question à tous. Vous nous dites, il y a un référentiel, il y a des normes, il y a un contexte naturel, un désir de rendre les produits, les services et les contenus accessibles. Mais ce fameux métier dont on commence à percevoir les contours, comment il est né ? D'abord, est-ce que c'est vous qui l'avez inventé tous les 3 là, ou est-ce que comment ça s'est passé ? Question ouverte à chacun d'entre vous. Ce fameux métier qui est l'objet de notre conférence ce matin, tu en as dessiné les premiers contours. Le métier d'auditeur, parce que c'est ça dont on veut parler aujourd'hui, c'est un nouveau métier dans le numérique, et nous nous adressons non seulement à des entreprises, mais aussi à des personnes en situation de handicap qui peuvent demain se saisir de cette formation pour devenir auditeur. Comment c'est né et comment... Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Question totalement ouverte à tous les 3. Je vais essayer, puis je lancerai la patate chaude aux autres. Je dirais qu'historiquement, en fait, c'est l'association Braillenet. Pour moi, c'est ça le démarrage. L'association Braillenet qui, à l'époque, avait créé qui n'était pas le RG2A, mais qui deviendra les prémices du RG2A, avait un référentiel d'accessibilité et qui, à l'époque, donc l'association Braillenet, formait plein de personnes à l'accessibilité et notamment à l'audit. Donc il y avait, je ne sais plus les chiffres en tête, mais à un moment, on devait avoir peut-être 300, 400 ou plus experts accessibilité de cette association-là. Et ensuite, tous les travaux de Braillenet ont été repris dans le RG2A à partir de la version 3, ont été repris. Et au final, tous les experts ont été dilués un peu. Ils sont restés dans toutes les entreprises. Et puis ensuite, il y a eu des formations spécifiques là-dessus. Donc pour moi, le métier de l'auditeur, je dirais qu'il existe depuis un moment. Braillenet, j'ai plus les dates en tête, mais ça doit être du 2006, voire avant, 2004, quelque chose comme ça. C'est ça, même avant. Donc ça existe quand même depuis un moment. Et ensuite, ça s'est pérennisé avec le marché qui a poussé là-dessus, et donc des entreprises privées qui se sont mis à former également au métier d'auditeur. Oui, Gaël. Oui. Oui, Braillenet, de mémoire, la partie Accessi Web, du coup, le référentiel dont parlait Olivier, je crois que les prémices étaient en 2001. Il faut savoir que pendant longtemps, c'était une référence absolue en France, parce qu'il y avait le groupe de travail Accessi Web, donc l'ensemble des experts qui avaient été formés par l'association Braillenet.
qui se regroupaient. Ils avaient un séminaire 1 ou 2 fois par an qui était vraiment réservé aux auditeurs. Mais ça a effectivement disparu. Aujourd'hui, l'association Brainet existe potentiellement même plus. Enfin, en tout cas, AccessiWeb n'existe plus. L'association n'existe plus non plus. Pourtant, on a encore des reliquats. Un des points saillants qu'on croise encore, c'est que le référentiel AccessiWeb utilisait 3 niveaux en imitant les WCAG, mais ils utilisaient une terminologie différente. Les niveaux, c'était bronze, argent et or. On trouve encore des gens qui évoquent ce mécanisme de niveau, alors que ça fait plus de 15 ans que c'est plus d'actualité. Donc c'est assez intéressant. Il y a un petit rebond sur lequel j'aimerais partir, c'est aussi que le métier d'auditeur, donc le métier d'auditeur accessibilité, c'est extrêmement nouveau, c'est probablement propre au numérique. Par contre, l'audit en lui-même, c'est vraiment un procédé dans l'industrie qui existe depuis, bien sûr. depuis des décennies. Et il faut bien se rendre compte que le numérique, c'est une industrie comme une autre. Et donc, il y a des process qui sont en train de se mettre en place, une maturité qui arrive dans cette industrie-là. Et l'audit en fait partie, en fait. On a les audits d'accessibilité, mais on a aussi des audits de sécurité, de qualité générale. Et donc, le métier d'auditeur peut être beaucoup plus vaste que celui d'accessibilité, même si l'accessibilité, ça occupe un auditeur pendant très longtemps. Surtout qu'on vient de dire en préalable qu'il y avait très peu de sites accessibles et qu'il y avait des recommandations. Donc ce métier a vraiment de l'avenir. Et je me permets d'insister parce que cette matinée est vraiment consacrée à la visibilisation d'un nouveau métier sur l'accessibilité. Et je vous remercie encore d'en expliquer les contours. Mathieu, je sens que tu frémis d'envie de prendre le micro. Je veux juste rajouter quelque chose. Ce serait très prétentieux de dire que effectivement on a inventé le métier d'auditeur. C'est pas vrai, il existe. Et effectivement, il y a des gens qui font ce métier-là depuis plusieurs années. Ce qu'on essaye de faire de nouveau, c'est la formation, le module de formation qu'on a créé, et surtout notre particularité en tant qu'entreprise adaptée, c'est qu'on s'inscrit sur des outils qui sont le CDD tremplin. Et le CDD tremplin, ça se projette dans des perspectives d'inclusion vers l'entreprise classique. Et donc, la particularité ou peut-être l'innovation, la spécificité qu'on a, c'est que ce programme qu'on a créé, c'est pas seulement Temesis et Numérica, il y a un triptyque aussi avec des entreprises partenaires, avec des perspectives de se dire les collaborateurs de Numérica, ils vont être formés. Ils vont acquérir de l'expérience pendant toute la durée du CDD tremplin, notamment grâce à des partenariats forts comme avec WinePoint. Et à l'issue du CDD tremplin, il y a des perspectives potentielles. Et c'est ça peut-être la différence par rapport à ce qu'on pouvait évoquer avant. Alors, c'est très bien parce que c'était ma question. Tu m'as fait la transition, ça me permet de me retourner tout de suite vers Gaël. Voilà, un triptyque idéal, c'est une entreprise adaptée, un organisme de formation et évidemment une entreprise privée partenaire qui bénéficie des usages. Alors, Gaël, tu représentes ici le troisième pilier du triptyque. Et donc, tu es le client, finalement, de nos deux amis ici. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous êtes saisi du dossier chez WinePoint et comment vous avez commencé à bosser avec Numérica et Temesis? Alors, l'origine, je ne saurais pas dire, parce que je suis chez OnePoint depuis 3 ans et j'ai été recruté spécifiquement pour renforcer la partie accessibilité. Donc, il y a quelqu'un qui a eu l'initiative avant moi. D'accord. En revanche, depuis 3 ans, ce que je vois, c'est que ce que mes camarades voient certainement, c'est que les besoins augmentent considérablement avec la pression législative qui s'intensifie. Traditionnellement, les clients de OnePoint ont l'habitude de passer par des cabinets spécialisés comme Temesis pour faire leurs audits. Il s'avère qu'aujourd'hui, leurs besoins sont vraiment gigantesques et qu'ils ont aussi compris l'intérêt d'internaliser des choses, de monter en compétences et pas de simplement se faire auditer de temps en temps, taper sur les doigts, corriger, puis rebelote l'année d'après. Donc les compétences sont en train d'infuser et c'est à ce titre-là que des entreprises comme OnePoint en fait ont saisi la balle au bon en voyant qu'on avait des compétences en interne, qu'on était capable de former les gens aussi, nos collaborateurs qui interviennent chez les clients
et donner des garanties en fait, à nos clients en disant bah voilà, là, si vous faites intervenir nos équipes, normalement, l'audit derrière fera beaucoup moins mal, les phases de correction seront moins pénibles, etc. Et besoin étant, avoir des auditeurs pour s'assurer au fil de l'eau qu'on est capable de maintenir cette garantie. Pour moi, c'est un peu le mot-clé là-dedans. Bien en tant que sûr, c'est prestataire. fondamental. Voilà, c'est un besoin qui a émergé naturellement au sein de l'entreprise. D'accord. Donc, vous auditez en interne et vous préconisez à l'ensemble de vos clients. Est-ce que c'est ça la réalité? Oui, c'est ça. On audite nos propres productions. On a toujours des relations avec, par exemple, Numéricua et Temesis et d'autres acteurs que nos clients continuent à faire travailler pour avoir l'assentiment final, entre guillemets. Mais on a ce besoin de renouvellement et de maintenir le niveau de qualité qui nous oblige en fait à avoir des compétences en interne. Faut bien se rendre compte que pour une entreprise comme OnePoint, en fait, la quasi-totalité des clients sont soumis à l'obligation légale d'accessibilité. Et parce que vos clients sont des grosses boîtes, quoi. Des grands comptes ou du secteur public. Et donc, effectivement, je pense qu'on frôle vraiment les 100% d'obligations. Et donc, ça serait assez indécent de ne pas avoir ces compétences-là chez nous. Oui, on disait en préambule avec Madame Toiti que vous étiez un acteur majeur, mais peut-être que tu peux quand même redire, parce que il y a peut-être encore des gens qui ne connaissent pas OnePoint. Vous êtes, de mon point de vue, un des principaux acteurs de la transition numérique, mais est-ce que tu peux dire avec qui vous bossez? Parce qu'il faut que les gens puissent comprendre. Alors, je ne connais même pas tous nos clients. Il y en a. Mais j'imagine, de toute façon, vous avez la moitié de la Terre comme client. Mais dans le secteur public, on a notamment le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances. Voilà, on a beaucoup de secteurs publics. Dans les entreprises privées, on a Total, Engie, qui on peut citer d'autres, Pathé, la Banque de France, enfin voilà, tous des acteurs. On se retrouve d'ailleurs à travailler pour des acteurs qui vont être autorités de sanctions, enfin la Banque de France. C'est très intéressant parce qu'ils commencent à poser des questions. Effectivement, c'est pas un domaine qu'ils connaissent, qu'ils avaient dans leur escarcelle jusqu'à maintenant. Donc voilà. Et toutes ces grandes entreprises françaises se saisissent de cette question, on est bien d'accord? Oui. Alors, tout le monde n'a pas la même vivacité pour s'emparer du sujet. Un niveau de maturité, de connaissance, je comprends, mais voilà, il y a aussi une appétence qui est qui est partout. Vous le sentez, vous ouais. Oui, mais on voit vraiment que ça dépend des secteurs. En fait, il y a des secteurs où ils ont conscience du sujet depuis longtemps. Je pense par exemple à la Banque de France, qui a toujours eu des contraintes particulières. Par contre, des secteurs autour du loisir, de la culture et des choses comme ça, en fait, pour eux, ça n'a jamais été vraiment une priorité, assez étonnamment, mais c'est quelque chose qui arrive difficilement chez eux. Et donc, c'est assez intéressant de voir les différentes stratégies qui sont opérées, parce que pour des acteurs publics ou des grandes entreprises comme la Banque de France, leur réflexe, ça va être de créer une entité en interne et de demander à être formé, de recourir à des prestataires pour former une équipe en interne. Et d'autres acteurs vont plutôt essayer de fidéliser un prestataire et faire appel à eux systématiquement, y compris pour du suivi régulier, etc. D'accord. Très bien, merci. Alors, écoute, puisque tu as le micro, est-ce que tu peux J'aimerais qu'on revienne maintenant sur la description du métier, parce qu'on a une vague idée là pour l'instant. On a parlé des critères achats, mais est-ce que tu peux nous décrire ce fameux métier d'auditeur? Parce que ça se passe chez toi. Donc. Oui, j'ai envie de dire que mes camarades en mangent beaucoup plus que moi au petit déjeuner. Mais... Oui, mais le client privé, c'est toi. Donc c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue. Alors, de mon point de vue, c'est pareil. Moi, je suis entre deux feux parce que je suis client de Temesis et Numéricua, mais je suis aussi prestataire pour des clients de Temesis et Numéricua, etc. Donc, on est assez entre deux feux. Le premier point de vue, c'est qu'en tant que prestataire de service, quand on produit un service numérique, il est censé être accessible, généralement audité, régulièrement de préférence. Et donc à ce moment-là, nous, on reçoit des rapports d'audit. On a droit on n'a pas évoqué tout le process d'un audit, mais on a droit à des réunions de restitution de l'audit pour expliquer aux équipes ce qu'il faut corriger, ce qui est vraiment important ou un peu moins important.
Et donc ça, pour OnePoint, normalement, c'est le cas majoritaire. En fait, on est prestataire de services avant tout. Donc on développe des produits accessibles et on échange avec les auditeurs accessibilité des prestataires de nos clients. Ensuite, l'autre côté, c'est que comme on a à cœur d'accompagner nos clients dans leur maturité sur le sujet et de leur apporter des garanties sur nos productions, on a nos propres équipes qui donc font des développements accessibles, dispensent des formations, y compris chez les clients, et réalisent des audits très régulièrement pour certains clients, que ça arrange aussi en termes de contrepoint de vue, d'avoir plusieurs sources d'audit, pouvoir confronter des visions, et accessoirement, parce que pour certains, mobiliser une entreprise comme Temesis, par exemple, à longueur d'année, c'est pas forcément évident. Ils peuvent faire appel à eux pour des audits ponctuels, là où OnePoint fait déjà partie des prestataires permanents chez eux, entre guillemets, et donc réaliser des audits de manière plus impromptue et plus facile avec OnePoint. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire la façon dont vous accueillez les auditeurs et les collaborateurs, par exemple, de Numérique EA chez vous, qui sont en situation de handicap? Oui, donc nous, on a deux personnes issues de la formation de Temesis qui travaillent chez Numérique EA et donc qui sont en prestation chez nous depuis bientôt 1 an. L'accueil s'est fait assez facilement parce qu'on était demandeurs, en fait, on n'avait pas assez de personnes compétentes en audit d'accessibilité. Donc elles se sont intégrées très rapidement à notre petite équipe d'experts accessibilité. Ça a été très intéressant, surtout leur arrivée, parce que ça a apporté énormément de fraîcheur, en fait, en tout cas à notre équipe, ça nous a apporté de la fraîcheur. De voir ce qu'ils avaient pu voir en formation, de casser un peu nos mauvaises habitudes, par exemple, et ce genre de choses. Est-ce que tu peux t'apesantir? Là, tu dis casser nos habitudes. Le fait d'accueillir des personnes en situation de handicap a cassé vos habitudes. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que là, on arrive sur un biais qui m'intéresse, qui est celui de la lutte contre la discrimination, du changement de regard, qui reste, on le voit, c'est la 27e édition de la SEPH et depuis 27 ans, on entend toujours cette affaire dans les entreprises. Il faut encore s'habituer à accueillir des personnes différentes. Alors, comment ça s'est passé et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là? Alors, au sein de OnePoint, il se passe beaucoup de choses pour l'accueil des personnes en situation de handicap. On a notamment une mission handicap donc, qui est représentée par Stéphanie Obis. Oui, qu'on remercie à nouveau et qu'on salue chaleureusement. Elle est là-bas au fond. Coucou voilà. Stéphanie. Donc, qui elle, s'occupe de l'aménagement des postes, de la fourniture de matériel, ce genre de choses. Les aspects pratico-pratiques de l'accueil d'un salarié. On a ensuite nos RH qui sont tous sensibilisés et formés donc dans un premier temps aux échanges avec les personnes en situation de handicap pour les entretiens d'embauche par exemple, et évidemment on ne lance pas une visio avec une personne sourde comme on le fait avec n'importe quel autre salarié. Ça, c'est bien. Et dans nos process de recrutement, d'accueil, en fait, quelque chose qui est assez important pour certaines typologies de salariés, c'est par exemple visiter les locaux en amont pour voir si ça va être un local praticable, accessible. Donc, Stéphanie Obis fait aussi du travail de ce côté-là, mais effectivement, là, c'est plutôt nos RH sur l'embarquement des personnes qui vont avoir cette responsabilité. Ensuite, au sein de l'entreprise, c'est toujours particulier. La plupart des gens ne sont pas conscients, ne sont pas sensibilisés au handicap, ou en tout cas à tous les types de handicap. Donc, parfois, il faut anticiper les réactions des collaborateurs. Il faut préparer le terrain, il faut les sensibiliser de manière spécifique. Par exemple, à Nantes, on a un collaborateur autiste qui a des besoins, des habitudes spécifiques. Et donc, il faut anticiper le sujet avec les équipes dans lesquelles il va intervenir. Lui réserver un espace. Par exemple, OnePoint a l'habitude d'avoir des bureaux en flex office, donc chacun vient, se pose un peu où il veut en essayant d'anticiper avec son équipe. En l'occurrence, notre collaborateur autiste a besoin d'avoir tout le temps le même bureau. Donc ça va à contresens de ce qu'a mis en place l'entreprise, et donc c'est un aménagement particulier qu'il faut aussi prendre en compte. D'accord, merci. Merci de cette précision parce que j'aime pas ce terme d'entreprise handi-accueillante parce que je trouve un peu vieillot, mais on est quand même. Il n'y a que celui-là qui est disponible dans notre nomenclature et vous faites partie des entreprises
les plus accueillantes en France. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant que la détentrice du pouvoir de ce métier nous explique un petit peu. Alors, Noémie, est-ce que tu pourrais d'abord décrire ton parcours et ton arrivée chez Numérica, et après on s'intéressera au métier que tu exerces. Alors, j'ai fait une reconversion professionnelle. J'ai fait 10 ans en facturation dans un hôpital, donc rien à voir avec le numérique. Alors, tu as bossé dans un hôpital, donc un service public. Privé, il était Ah privé. pardon, excuse-moi. De toute façon, on ne cite pas les noms. Hein. Donc, j'étais dans la facturation, donc rien à voir avec le monde du numérique. Le Covid est arrivé, j'ai un handicap invisible et avec le Covid, j'ai dû m'arrêter pendant toute la période. Et ça m'a fait réfléchir à un changement de vie professionnelle. Du coup, j'ai toujours aimé le numérique, donc je me suis penchée sur la question. J'ai un peu tâté le terrain, fait des formations toute seule. Ensuite, je suis partie chez Pôle emploi. J'ai fait une rupture conventionnelle dans mon travail auparavant. Et Pôle emploi m'a dirigée avec Talent Digital sur une formation de web. Ah oui. Donc j'ai fait la formation express de développeur web mobile, donc avec Talent Digital et AGFIP. Et à la fin de ma formation, j'ai reçu une demande si je voulais répondre à l'appel d'une offre Numérica. Et j'ai dit pourquoi pas. Et Mathieu m'a appelé. C'est Talent Digital qui t'a dirigé vers Numérica. J'ai compris ça, non? En fait, c'est Talent Digital qui a payé la formation web, oui, c'est ça, de développeur web. Ensuite, c'est Webforce 3, donc c'était l'école où j'étais, qui m'a dirigé vers Numérica. D'accord. Et ils ont bien fait. Ils ont bien fait. Comment ça s'est passé l'arrivée chez Numérica? Très bien. Ils sont pas mauvais, hein? Non. Très bienveillants surtout. Et quand on est en situation de handicap, c'est très important. Donc après, j'ai fait deux mois de formation avec Temesis. Ouais. Donc très intense, très intéressant. On rentre dans le métier directement. Et ensuite, les audits ont commencé. Et alors, Noémie, tu es auditrice chez WinePoint ou pas? Non, pas du tout. Ah ouais, alors c'est bien ça. On peut le dire chez qui tu es ou c'est je suis chez Bivouac, c'est une entité BNP. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous décrire ton métier? Parce qu'il y a en ligne des personnes qui souhaitent peut-être faire le même métier que toi, parce que cette matinée leur est consacrée. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? Parce qu'on a compris, mais j'aimerais avoir des descriptions un peu plus prosaïques. L'audit en soi, on va vérifier tous les critères, donc RJ2A, sur le site, sur un échantillon, donc c'est 15 pages du site bien particulière. Donc je fais le test de tous les critères. Ensuite, je remplis un rapport et une grille d'audit qui va donner un taux à la fin. Et à la fin, je fais une restitution au client pour expliquer. Ah oui, alors ça m'intéresse. Il y a deux choses qui m'intéressent. C'est la restitution et est-ce que vous faites des recommandations dans ce métier? Tout à fait. Oui, ça dépend en fait de l'audit qu'on fait. Ouais. La plupart du temps, c'est avec recommandations. J'imagine. Donc problème, solution. Ouais. Et pendant la restitution, on va faire une synthèse des recommandations les plus importantes à faire. Et on peut être amené aussi à faire de l'accompagnement avec les développeurs sur comment traiter les recommandations. D'accord. Et cette restitution, elle est faite uniquement par l'auditeur ou elle est faite par l'auditeur avec toutes les personnes qui vont être concernées par le projet. Par le service dans lequel vous bossez, machin, etc. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire une séance de restitution? Ça se passe assez bien. Comment les développeurs, les... Moi, j'ai jamais eu de problème. Non, mais ils prennent les choses... On leur dit quand même, voilà, les copains, vous êtes bien gentils, mais ça va dépendre votre site, il est pourri. Ça va dépendre de la personne qu'on a en face. Moi, j'ai jamais rencontré de personnes réticentes, donc ça s'est toujours très bien passé. Ils sont toujours très... Ils accueillent les nouvelles,
les sanctions, j'ai envie de dire, avec, Ouais. avec bienveillance. Après, on le fait en douceur aussi. Donc, Ah, voilà. on n'est pas là pour faire la police. Hein. Il y a, C'est ça. il y a un point, je rebondis sur ce que dit Noémie, il y a un point important qu'on voit justement dans les formations, c'est qu'on répète souvent, c'est d'être le plus factuel, pragmatique possible quand on fait de l'audit et de surtout pas être dans le jugement. Donc on n'est pas le contexte du client, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'on arrive à telle décision. Donc des fois on est humain, on a tous l'envie de se dire pourquoi il ou elle a fait ça comme ça. Et ça il faut le garder pour soi. Dans le rapport et dans la restitution, c'est surtout de se dire moi je juge ce que je vois. Et ça va pas par rapport à la conformité, par rapport aux restitutions dans la technologie d'assistance. Donc au final, en étant très factuel, on évite les problèmes qu'on peut avoir dans des restitutions. Ah ouais, ça c'est très bien. Mais ça peut arriver quand même. Ça doit être super dur de rester factuel quand même, parce que quand on a envie que les choses bougent comme ça, Mathieu. Aussi, en termes de méthodologie, il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est que quand on fait un audit, on envoie nos livrables en amont. Donc la grille avec les résultats, le rapport avec toutes les recommandations et la déclaration d'accessibilité. Et on propose dans un second temps de faire la restitution. En fait, ça permet de décorréler l'information du taux de conformité et que les équipes peuvent être peut-être frustrées, déçues. Donc cette information, elle est digérée et ça permet de faire en sorte que la séance de restitution qu'on fait quelques jours après l'envoi des livrables, on est plutôt dans une démarche plutôt constructive de dire « Ok, on sait d'où on part, comment on fait pour s'améliorer, voici mes recommandations sur les points bloquants, les points majeurs, les points mineurs ». Et en fait, ça évite aussi de polluer la séance avec une crispation sur une déception, sur la découverte d'un taux de conformité qui pourrait être considéré comme décevant ou insatisfaisant. Donc voilà, on décorrèle l'information du taux, des livrables et la restitution de quelques jours. Ça permet de se projeter dans une démarche un peu plus constructive pendant la séance et de répondre aussi aux questions, c'est-à-dire qu'ils ont pu lire le rapport, voir les recommandations qu'on peut faire et avoir une démarche effectivement vraiment d'échange pendant la séance de restitution. Ah oui, ça c'est vachement bien. Noémie, tu voulais compléter ce que dit Mathieu. Sur la lecture du rapport, je sais pas. C'est pas tout le temps. Hein. Est-ce que moi, je suis tellement. Pour moi, c'est un métier nouveau. Alors, je vous pose des questions un peu naïves, mais est-ce que vous êtes 2 ou 3 auditeurs quand vous faites un audit d'un gros service, d'un énorme ou... Non, on fait un audit, ça peut prendre 4 semaines, 3 semaines. Ah oui, c'est ça. Et vous êtes seul. Oui. On t'envoie dans la boîte et puis... Là, ça fait 6 mois que j'y suis. Ouais. Donc, j'ai pu faire beaucoup d'audits. J'ai fait beaucoup de conseils aussi et de l'accompagnement après audit, donc sur les corrections. Ils me donnent... là, c'était sur les sites internes. Donc, j'avais une liste de sites à auditer. Je pouvais jauger à peu près combien de temps ça allait me prendre. Et là, je fais d'autres audits où là, je sais que ça va durer 4 semaines. Donc... Et alors, j'ai envie de vous poser une question à tous, là. Au-delà des obligations et des éventuelles sanctions, et en même temps qu'on sait que nombre d'institutions sont les futurs gendarmes de l'accessibilité, est-ce que vous sentez une appétence qui dépasse cette obligation légale quasiment, enfin en tout cas les recommandations, parce que dans le handicap, souvent avec les entreprises, moi ça fait quelques années que je fais de l'accompagnement de politique RH et de mission handicap dans les entreprises. J'ai toujours rencontré des DRH extrêmement volontaires qui m'ont dit « Nous, on veut dépasser le cadre des obligations légales et ce qui nous intéresse, c'est l'intégration, l'insertion, l'accueil. C'est plus fort que ça. On a envie d'aller plus loin. On veut faire de la co-construction avec les personnes. On s'intéresse à leur parcours. On s'intéresse à la globalité de leur parcours. C'est pas simplement le boulot, c'est aussi comment ils sont dans la vie, machin. Bon, est-ce que on pourrait faire une analogie avec l'accessibilité numérique? Parce que moi, mon envie, c'est que les personnes en situation de handicap trouvent du boulot dans ce secteur. Et est-ce que vous imaginez, est-ce que les entreprises sont friandes comme ça Moi, je dirais par rapport à ta remarque, non. Puisqu'il y aurait déjà, avant de dépasser, respecter déjà le cadre des obligations légales, et ensuite on pourra s'amuser à le dépasser.
Mais pour le moment, on est quand même un peu loin sur le respect au moins du cadre. Après, effectivement, selon la nature de l'entité, sur le secteur public, ils ont quand même plutôt tendance, par nature, à aller un peu plus loin sur l'accessibilité, en tout cas à mettre plus de budget, de temps, d'efforts, etc. Sur les entreprises privées, on ne va pas se mentir, c'est plus la sanction et les risques financiers, juridiques, de marque qui font avancer les choses. Donc je ne pense pas que ce soit fait sciemment ou quoi. Je dis toujours que je ne pense pas qu'il y ait une personne qui le matin se lève en disant « chouette, aujourd'hui je vais discriminer des gens ». Mais par contre, ils le font par méconnaissance ou par tant que je risque rien, j'y vais. Ah oui. Ou je ne le fais pas plutôt, j'y vais pas. Donc au final, il faudrait d'abord qu'ils respectent tout ça et ensuite on pourra essayer d'aller plus loin. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est en train de bouger avec justement les sanctions, avec les autorités de contrôle. On n'a pas parlé des sanctions financières, mais pour le secteur public, c'est 50 000 euros. Combien ? Attends, vas-y, redis. 50 000 euros pour le secteur public sur les obligations de déclaration qui ne seraient pas respectées. Et c'est 25 000 euros pour secteur public et privé pour la non-conformité à l'accessibilité. Ça, c'est tout ce qui est couvert par l'article 47. Et on a un petit nouveau, je vous disais, avec les ordonnances de 2023, donc d'octobre, l'ordonnance et les décrets, où maintenant on a le code pénal, donc avec des contraventions de 5e classe du code pénal, qui elles sont déjà en place, sont déjà prévues. C'est juste qu'on vient de rajouter l'accessibilité là-dedans. Et donc là, on a tout un tas de sanctions qui sont déjà prévues, dont la DGCRF se saisit quotidiennement sur d'autres sujets qu'est l'accessibilité numérique. Là, on parle de 7 500 euros maximum pour les personnes physiques, si je ne dis pas de bêtises, et 1 500 pour les personnes morales. Et il y a surtout un troisième sujet qui, pour le moment, est un peu flou pour nous, qui est la confiscation du service. C'est que ça existe pour les autres sujets. Une montre ou n'importe quel produit qui n'est pas conforme aux normes européennes, on le retire du marché s'il ne respecte pas la norme européenne. La question se pose sur qu'est-ce qu'on fait d'un service numérique. Est-ce que ça veut dire on le met hors ligne ? Voilà. Donc, il y a encore un petit flou. Ça veut dire quoi, on coupe les tuyaux ? Pour le moment, il y a encore un flou là-dessus sur l'applicabilité de ce qui est prévu dans cette contravention de 5e catégorie. Bah écoutez, c'est intéressant, mais en tous les cas, le fait qu'on se pose la question de savoir comment ça va se faire, je trouve que c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'il y a une espèce de prise de conscience quand même qui est utile pour la réflexion des acteurs du numérique. On arrive à la fin de notre séquence. Est-ce que les uns et les autres, vous aviez envie d'ajouter un mot ? Moi, je retiens que j'ai envie de retenir que le métier d'auditeur est un métier d'avenir. Est-ce que vous pourriez me dire, chacun d'entre vous, en quelques mots, avec votre cœur, pourquoi est-ce que j'ai raison de penser ça ? Noémie. Alors déjà, il y a la loi, comme disait Olivier. Et moi, j'ai le sentiment que les entreprises prennent conscience quand même que derrière, il y a de la discrimination. Quand on leur fait des démonstrations, ils prennent vraiment conscience que des personnes sont vraiment bloquées en voyant leur site. Donc, en espérant que ça bouge plus. Merci Noémie. Mathieu ? Je rejoins Olivier sur le sujet réglementaire. C'est ça qui fait bouger les choses. En revanche, quand on initie une collaboration, voilà, l'enjeu, il est compris, et l'intérêt sur le sujet de l'accessibilité numérique voilà, dépasse le simple préoccupation réglementaire. Et sur le métier d'auditeur, je pense que c'est une super bonne école qui, derrière, ouvrira des portes sur d'autres perspectives. On peut devenir expert en accessibilité, on peut bifurquer sur référent accessibilité numérique, on peut faire du conseil. Je pense que c'est en tout cas une super bonne école qui, derrière, ouvre des portes, et la maîtrise de ce métier-là. Et voilà, il y a des perspectives, il y a des besoins importants. Donc pour les personnes qui sont intéressées, faut pas hésiter à se lancer. C'est des opportunités. Voilà, ça me fait plaisir. On peut y aller, ça c'est bien. Gaël et alors Olivier. Je laisserai Gaël finir, comme ça sera plus positif que moi. Et puis surtout, on est chez lui. Oui, voilà, il est le mot de la fin. Moi, c'était juste pour souligner que sur le rôle de l'auditeur, à date, on n'a pas d'organisme qui certifie qu'est-ce qui est un auditeur ou une auditrice et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de labellisation, il n'y a pas de certification là-dessus. Donc,
tout le monde peut être auditeur, il faut bien sûr se faire former ou s'auto-former, et puis ensuite l'expérience. Et le point que je voulais ajouter là-dessus, c'est qu'on a signé une tribune il y a quelques temps, c'était lors du précédent mandat du CNCPH, donc le Conseil national consultatif des personnes handicapées, avec la plupart, enfin en tout cas une grosse partie des entreprises spécialisées en accessibilité numérique, pour se dire qu'est-ce qu'on attend d'un audit accessibilité. Et donc il y a une dizaine de points que je vous invite à lire, mais par exemple qui est je ne dois pas m'auto-évaluer. Lorsque je produis un service, je ne dois pas m'auditer. Alors, ce n'est pas juste pour nous faire travailler nous, hein, vous pouvez faire travailler d'autres personnes, mais ne pas s'auto-auditer, puisqu'il y a un problème quand même de juger partie. Et puis, il y a tout un principe qu'on évoquait avec Noémie, qui est que lorsqu'on fait un audit, on doit en interne, donc si par exemple quelqu'un fait appel à Témésis pour faire un audit, je ne fais pas l'audit et je le lis, je fais l'audit et je le fais relire en interne à un autre expert accessibilité. Oui. Ce qu'on fait avec Noémie par exemple, quand il livre des audits, Témésis les relit, mais même entre Numérica, entre eux déjà les relisent, et donc ne pas juste être une seule personne, mais avoir déjà des relectures et des regards différents. Donc voilà, il y a tout un tas de points, et ça je pense que c'est important, c'est pas une valeur juridique, mais c'est une lettre d'intention, une tribune qui se dit qu'est-ce qu'on attend du rôle de l'auditeur, et ce à quoi on aimerait que tout le monde que respecte tout le monde ces points-là. Oui, mais ça n'est pas une valeur juridique, mais c'est une valeur éthique. Et je te remercie de la souligner, parce que c'est absolument essentiel de faire attention à ce qu'on dit. On engage notre responsabilité dans ce dossier, enfin, les uns et les autres. Je disais que c'était notre responsabilité quand on était producteur d'infos, mais c'est aussi, on doit faire attention aussi quand on contrôle. Et c'est très important. Et j'imagine que le CNCPH doit faire très attention, parce que connaissant son président, son appétence et sa connaissance des dossiers du numérique, j'imagine que Jérémy Borroy veille au grain de façon absolument impeccable. Gaël, le mot de la fin sur mes notes d'optimisme sur le métier. D'optimisme, ça se développe, hein, clairement. Voilà, c'est ce que des acteurs comme OnePoint n'étaient pas présents, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, sur l'accessibilité. Aujourd'hui, on a des équipes en interne. On côtoie de plus en plus souvent des entreprises spécialisées aussi. Donc, c'est une activité qui se développe. Et au-delà de l'audit, c'est un secteur qui se développe. Parce que plus on fait d'audit, plus on restitue d'audit, plus on a de développeurs qui doivent mettre les mains dans le cambouis et faire des choses accessibles. Et donc là aussi, c'est un vrai secteur en développement. Ça devient au-delà d'une spécialité, ça devient un prérequis maintenant pour entrer dans certains secteurs d'activité. Donc voilà, sur la phase positive, effectivement, ça se développe, ça ne peut que se développer parce qu'on a un tel déficit historiquement, c'est la note positive. Hein. C'est super. J'aime bien terminer par du positif. Donc voilà. Ce que je trouve remarquable sur le métier d'auditeur, c'est que pendant très longtemps, les personnes qui devenaient auditrices accessibilité, c'était des gens qui étaient dans le domaine technique ou qui avaient déjà une très forte appétence sur l'accessibilité. Par exemple, des personnes handicapées. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, par exemple, Olivier et moi, on est de très bons exemples. Hein. Initialement, on est développeurs et intégrateurs, et donc on a gagné en compétences comme ça. Aujourd'hui, on a des gens qui sont formés spécifiquement pour être auditeurs. Et ça, c'est tout nouveau. Et c'est quand même un truc exceptionnel, parce qu'on n'est plus à apprendre le métier des uns et des autres. On continue à échanger énormément, hein, comme le disait Olivier. D'ailleurs, les CDD tremplin de Numérica, ils ont une couche supplémentaire, hein, parce qu'ils échangent avec les gens de Numérica, avec les gens de Témésis, avec les gens de leur entreprise. Donc on a des niveaux de lecture de plus en plus riches et variés, et ça, c'est vraiment chouette. Merci. Vraiment, c'est une très belle conclusion. Et c'est une conclusion qui reprend les propos de Muriel Toiti tout à l'heure, parce que là, on touche à ce qui nous concerne tous, c'est-à-dire notre part d'humanité. Et merci beaucoup, parce qu'on parle de transition, mais ce que j'entends dans ce que vous m'avez tous dit, c'est que voilà, on reste des personnes humaines, et on fait attention à ça. Et c'est aussi le sens de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Je vous remercie beaucoup tous les 4. Merci infiniment.